Entre des négociations échouées, des sanctions et des menaces régionales, le programme nucléaire iranien agite la scène internationale depuis longtemps. À Genève, lors de la 3e conférence de l'Union internationale des parlements, le président du Parlement iranien, Ali Larijani, dans une interview exclusive à Euronews, déclare pour la première fois que son pays est devenu une puissance nucléaire pacifique, comme le Japon. L'ancien négociateur du nucléaire iranien exclut toute possibilité d'attaque israélienne ou américaine contre son pays. Le Parlement a voté une loi selon laquelle l'Iran va maintenir l'enrichissement de l'uranium à 20%. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Le Japon a une industrie d'enrichissement. Est-ce que cela suscite des inquiétudes? La technologie nucléaire iranienne ressemble beaucoup au modèle japonais. Mais on sait que le Japon peut fabriquer l'arme nucléaire en 6 mois. Est-ce que ça veut dire que vous allez rentrer dans une phase d'une puissance virtuelle capable de fabriquer la bombe en si peu de temps? Écoutez, une puissance nucléaire ne veut pas dire que nous allons en produire. Personne n'est condamné à l'avance et avant son acte. Par exemple, les déclarations du président russe Medvedev en disant que l'Iran est sur le point de s'approcher de la fabrication des armes nucléaires. Je crois que ces informations ne sont pas exactes. L'Iran dispose du savoir nucléaire et nous ne le cachons pas. C'est vrai, cela dit que si le président russe nous dit que l'Iran est devenu une puissance nucléaire, c'est vrai. Donc vous confirmez que vous êtes sur le point de devenir une vraie puissance nucléaire régionale? Si vous voulez dire par là une nouvelle puissance nucléaire pacifique, c'est vrai. C'est pour ça que le réacteur nucléaire de Bushehr entre en fonction en septembre. Une centrale nucléaire ne fait pas toute la puissance d'un pays. L'important, c'est le savoir et la connaissance. Nous avons accès au savoir nucléaire et à la technologie nucléaire, et nous l'avons travaillé depuis 20 ans. Donc vous êtes déterminé à poursuivre votre chemin. Oui, mais pacifique. Mais cela, malgré tout, augmente la peur et la crainte dans la région de certains pays qui sont voisins de l'Iran. Vous parlez de la Russie qui dispose elle-même de l'arme nucléaire? Non, je parle par exemple des voisins directs comme l'Irak et les Israéliens par exemple. Je pense que nous sommes face à un nouveau phénomène et une plaisanterie régionale. La Russie est une puissance nucléaire depuis très longtemps. C'est une plaisanterie que cela suscite des inquiétudes. Vous parlez de la région? De quel pays? Oui, je parle de pays régionaux comme Israël, qui déclarent clairement qu'ils ne veulent pas que les Iraniens deviennent puissance nucléaire. Dans la région, à part Israël, il n'y a aucun régime sioniste. Beaucoup de pays de la région sont fiers du programme nucléaire iranien. Vous n'avez pas peur que, par exemple, qu'un jour, que les Israéliens ou les Américains mènent des attaques préventives contre vos installations nucléaires dans un futur proche? Je ne pense pas qu'ils ont perdu totalement la raison. Nous n'allons pas rester sans rien faire avec les bras croisés. Les Israéliens ont des points névralgiques vraiment sensibles et tout près de nous. Vous faites allusion au point névralgique. Je pense qu'on me comprend. Nous avons des capacités pour nous défendre. Nous ne cachons pas nos capacités sur le plan balistique. Je pense que tout ça, c'est plutôt un tapage médiatique. Je dirais qu'une erreur coûtera cher au régime israélien. Vous parlez de tapage médiatique, mais cela s'est déjà produit dans la région en 1981 contre les installations en Irak. Le réacteur irakien a été attaqué par l'aviation israélienne en 1981. Il ne faut pas comparer. Je pense que les Israéliens ont une analyse plus objective des capacités iraniennes. C'est pour cette raison qu'il y a ce tapage sur la capacité nucléaire iranienne. C'est très peu probable, mais en tout cas, nous sommes préparés. Les sanctions qui frappent cette fois-ci le commerce, le transport et aussi certains secteurs d'industrie pétrolière, ça vous affecte directement? Comment les Iraniens voient ces sanctions?
Nous avons trouvé les moyens de contourner ces Oui, sanctions. mais comment vous allez contourner lorsque 2/3 de l'aviation civile, comme par exemple Iran Air, ne peut pas survoler l'espace aérien en Europe, par exemple? Cette question n'a rien à voir. Vous parlez des déplacements des gens. C'est une question, ça n'a aucun rapport. Vous parlez des déplacements des gens. Oui, mais il y a les visas. Oui, il y a les visas. La Commission européenne, par exemple, ne donne plus de visas pour certaines personnalités. Pensez-vous que l'absence de voyage pour certaines personnalités militaires iraniennes en Europe va nous causer des problèmes? Très franchement, cela ne nous empêche pas d'avancer. Ces actions qui cherchent à nuire à l'Iran rendent la volonté du peuple iranien encore plus ferme. Mais le peuple iranien, comme par exemple certains opposants, ils appellent à ce que le régime donne un peu plus de liberté, un peu plus de droits, fait attention un peu plus aux droits de l'homme en Iran aussi. Quel est le rapport? Ça n'a aucun rapport, car les oppositions iraniennes en France et en Europe et ailleurs sont d'accord sur un point, la technologie nucléaire iranienne. C'est pas vrai parce que le Conseil national de la résistance, par exemple en France, demande encore plus de sanctions contre le régime iranien. Non, ce sont des gens déshonorés. Ce sont des gens haïs en Iran. Ils sont des terroristes et ils ont tué beaucoup de gens en Iran. Là, vous parlez par exemple de certains groupes, mais il y a des personnes comme Shirin Ebadi, par exemple, qui n'a tué personne, mais il appelle aussi à ce qu'ils disent qu'il manque de droits de l'homme en Iran. Les pays occidentaux soutiennent Shirin Ebadi afin de prendre position, mais personne ne l'a empêchée de venir en Iran. Quand elle a quitté l'Iran, elle l'a fait de son plein gré. Certains, par exemple, ministres, comme le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, appellent Téhéran à arrêter les exécutions. Je pense que l'Angleterre et les États-Unis doivent réfléchir davantage sur les crimes qu'ils commettent en Afghanistan et en Irak. Il faut poser la question à M. Hague. Il faut lui poser la question suivante. Comment se fait-il que l'OTAN a aidé financièrement et militairement un groupe terroriste iranien? Je pense que nous sommes face à une tromperie de la part de ces pays.